Bonjour troupe Fiberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC 251 Usman contre Masvidal, la première carte sur Fight Island. Hey, ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler, on dirait que ça fait depuis toujours en fait, depuis le début de la COVID, le Fight Island ci, Fight Island ça. Puis là ça a finalement lieu, ces 4 événements-là sur Fight Island, dont 3 dans le fond dans la prochaine semaine, de samedi de cette semaine à samedi de la semaine prochaine. On va avoir 3 événements, il y en a un le mercredi soir. C'est le premier d'entre eux qu'on court aujourd'hui, l'UFC 251. C'est le big, là. C'est comme le International Fight Week, bien que ça n'a pas eu lieu cette année. C'est le gros événement de juillet que l'UFC veut toujours essayer de faire de quoi de super boosté. On a 3 titres en jeu sur cette carte-là. J'ai mes analyses et prédictions aujourd'hui complètes pour ces 3 title fights-là. Et les 10 autres combats de la carte, il y en a 13. Souvent, je filme ça le jeudi, puis on arrive le weigh-in le vendredi, puis il y a tout ça de quoi qui arrive, puis il y a un combat qui est annulé. Mais regarde, c'est pas grave, à date, on en a 13. Le line-up tient. Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de changement dans le main event, là, principalement, où que le chum Kamaru Usman devait affronter Gilbert Burns. Parce que les négociations avec Jorge Masvidal n'avaient pas marché. Évidemment, ils voulaient plus d'argent. On connaît tous la situation. Et puis là, ils ont pris Gilbert Burns à la place vu qu'il était prêt. Puis sûrement prêt à pas accepter tant de cash que ça pour se battre pour la belt. Et puis, ben, il a pogné la COVID parce qu'il habite en Floride. Puis c'est comme un peu ça qui arrive quand tu habites en Floride. Tu pognes la COVID et ça fait qu'ils l'ont remplacé par Jorge Masvidal, nul autre. Le plan A. C'est rare quand tu as un plan A qui marche pas. Fait que là, tu vas, on va y aller avec le plan B. Puis là, le plan B chie. Puis au lieu de passer au plan C, tu retournes au plan A. Mais écoute, ça a l'air que quand l'UFC sont vraiment dans la marde, c'est là qu'ils sont prêts peut-être à un peu délier les cordons de la bourse là, pour Jorge Masvidal qui venait de signer un nouveau contrat de plusieurs combats. Ce contrat-là a été littéralement déchiré. Il en a signé un nouveau. Puis selon ses dires, il n'a pas eu exactement ce qu'il voulait, mais vraiment tout près de là. Fait que c'était un compromis qui était correct pour lui. Puis ça fait qu'on se retrouve avec le plan A et un combat très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui checkent le short notice comme étant quelque chose qui va vraiment être un aspect important de ce combat-là. J'ai tendance à pas vouloir y aller dans cette direction-là parce que ce qu'on a appris cette semaine, basically, c'est que Jorge Masvidal n'a jamais arrêté de s'entraîner là, pour ce combat-là. Il a toujours été dans le gym, était un des partners d'entraînement principal, notamment à Dustin Poirier là, qui se battait. C'était-tu le dernier événement? Ouais, exactement. Le dernier événement, le 27 juin. Donc, était dans le gym, était comme en training camp avec son partner et prêt pour ce combat-là. N'a jamais vraiment arrêté de s'entraîner. Puis aussi, tu sais, qu'est-ce qui est plus Jorge Masvidal que justement d'arriver n'importe où, n'importe quand, se battre contre n'importe qui, comme quand il a commencé à se battre, là, basically, qui est un backyard fighter dans la Ligue Akimbo, puis il s'est transformé en un très bon combattant d'MMA qui, genre, quelques 48 combats pour au plus tard, finalement devient un combattant élite là, dans le sport, et ça, c'est depuis ce qu'il appelle sa résurrection, qui est en fait juste Jorge Masvidal qui a, comme on dirait, réalisé toutes les skills qu'il avait et puis qui a juste décidé d'être très agressif. Son problème à Masvidal avant ce point-là, ça n'a jamais été d'être bon. Là. C'est un gars qui peut compétitionner debout avec tout le monde, qui compétitionne même au sol avec certains des meilleurs au monde. T'sais. A perdu contre Demian Maia, mais a réussi à... Oui, il s'est fait out-grapple par Demian Maia, là, évidemment, mais a réussi à rendre ça assez serré puis à pouvoir, assez se libérer de ces positions-là pour avoir du succès debout puis de faire ça un combat très serré entre les deux. Et puis, il a juste décidé d'être agressif, d'y aller all-in et puis de s'en foutre puis de mettre du power derrière ses shots parce que c'est un gars qui allait souvent bien commencer ses combats, Masvidal, mais allait genre cruiser à quelque part puis aller perdre des split decisions qu'il aurait jamais dû perdre. C'est un peu, tu sais, le genre de gars qui se dit ah, mon adversaire, tu sais, oui, il a un peu de succès, mais il me fait pas mal, il y a rien qui me fait mal, donc ça compte pas. Et puis, il laissait juste beaucoup trop d'opportunités à ses adversaires d'avoir du succès. Puis c'est peut-être encore un peu ça. Dans le sens que Jorge Masvidal, c'est un très bon striker, mais ça fait longtemps là, qu'on l'a pas vu dans une performance vraiment excessivement dominante debout. Je sais que
c'est probablement contre Nate Diaz, en fait, là, la performance debout la plus dominante qu'il y a eu. Dans tous ces autres combats, soit que ça finit en 5 secondes, là, comme contre Ben Askren, ou tu sais, contre Darren Till, il avait absolument perdu là, ce premier round-là. L'affaire, c'est que c'est un excellent sniper at range, puis c'est quelqu'un qui il a plus peur là, de mettre du power derrière ses shots, puis qui va justement prendre le premier round peut-être un peu plus tranquille, au lieu de commencer le combat en malade mental, puis de prendre une avance, puis de dire, regarde, là, je suis en avance, puis ce qui me fait, ça me fait rien, donc je gagne, puis ralentir la cadence, puis aller perdre ces split decisions-là, va préférer peut-être commencer le combat, ben, il va toujours commencer le combat avec une niaiserie, là, courir vers son adversaire, passer quelque chose, mais le premier round en tant que tel n'est plus vraiment le round où Jorge Masvidal va y aller all-in. Il est mieux essayer d'avoir ses reads puis travailler en counter. Puis c'est tellement un bon sniper là, sur le counter at range que ça fait qu'il y a du bon power dans ses mains, puis il est capable de te prendre au moment où il faut pas que tu te fasses frapper fort parce que c'est sûr que tu vas tomber. Et puis ça fait de lui un des strikers les plus redoutables et un des combattants vraiment transformé. Là, tu vois, il a finalement pris toutes les skills qu'il y avait qu'on disait, c'est des skills élites. Pourquoi ce gars-là peut même pas être un top 15 lightweight? Puis il a ajouté l'agressivité à ça, qui a fait de lui maintenant un des meilleurs 170 livres au monde et quelqu'un qui mérite absolument de se battre pour cette belt-là. Ceci étant dit, Kamaru Usman ne sera jamais un bon match-up pour lui. C'est jamais un bon match-up pour personne en fait. Le Kamaru Usman, c'est un complet nightmare parce que c'est pas le gars qui a le plus gros niveau technique qu'on voit, bien qu'il s'améliore dans tous les aspects. Puis ça, de façon assez remarquable encore, là, je vous dirais, c'est la façon que son striking s'est développé là, sous Henry Wu. Vraiment un très bon striker. Puis pour ce camp-là, ça c'est quelque chose qui est très important, je pense, à mentionner. C'est qu'un peu, vu qu'il était supposé se battre contre son training partner en Gilbert Burns, il a changé de camp, c'est en allé au Colorado avec Trevor Whitman, qui est un des coachs les plus intelligents dans la game, puis s'est entraîné beaucoup avec Justin Gaethje. Fait que je vois peut-être encore d'autres wrinkles s'ajouter à son striking qui fait que Kamaru Usman va devenir un striker qui est de plus en plus bon, puis il est déjà un bon striker, c'est peut-être juste pas un gros finisher, quelqu'un qui va justement comme Masvidal, timer un counter parfait puis knocker un gars, mais très bon striking rudimentaire, puis ça joue bien dans son style, qui est juste un pressure fighter qui adore le clinch fight contre la cage. C'est quelqu'un qui va vouloir aller de l'avant presque à tout prix, puis il y a beaucoup de difficultés à ne pas aller de l'avant, parce que même si son adversaire essaie de le pousser, juste le fait que Kamaru Usman est tellement gros et tellement imposant physiquement, puis il est d'une force physique absolument hors de ce monde, là. C'est la chose qui a fait de lui un bon lutteur collégial. Je le dis à chaque fois que j'analyse un combat de Kamaru Usman, mais c'est ça, le dude peut rater son takedown, pas faire un beau shot, mais juste le fait qu'il ferme ses mains ensemble, il est tellement fort physiquement qu'il va combler peut-être sa mauvaise technique avec de la force, puis il va compléter ses takedowns pareil. Il faisait ça sur le circuit collégial de lutte, puis c'est vraiment quelque chose qui se transfère très très bien en MMA. Là, on l'a vu contre Tyron Woodley, contre tout le monde qui a absolument brutalisé. Et c'est sûr que c'est un combat tricky. Moi, je pense que plus qu'il échange debout contre Masvidal, plus va se mettre à risque. Cependant, j'ai comme jamais vraiment vu un moment dans sa carrière où je me disais, oh, c'est peut-être fait faire mal, le Kamaru Usman là-dessus. Jamais je l'ai vu ébranler, je l'ai vu manger des bonnes shots puis continuer d'avancer comme si de rien n'était. Je le sais que peut-être pas affronter. Ben oui, moi je pense que Tyron Woodley est un puncher de la trompe à Jorge Masvidal, mais il y avait tellement un game plan pour le shutdown, puis c'est ça qui est fort avec Kamaru Usman. C'est son game plan, c'est on dirait la façon qu'il trouve d'un peu toujours faire la même chose, mais adapté à la personne contre qui il se bat. T'sais, contre Colby Covington, il savait ça allait être un striking match-up. Colby est un trop bon lutteur et ça allait pas vraiment réussir à ce takedown. Mais contre Tyron Woodley, il savait que Woodley se back up contre la cage. Il en a absolument profité, mais il y a toujours des façons un peu différentes de finalement terminer dans le clinch où il est très 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 pesant puis il fait mal à ses adversaires. Et là, c'est quelqu'un qui reste actif aussi dans le clinch, qui va lander beaucoup de petits coups de coude, des genoux au corps, va vraiment peser lourd sur son adversaire puis aller chercher beaucoup d'endurance chez son adversaire dans ces positions-là. Puis écoute, genre, Jorge Masvidal est un très très bon grappler.
Donc je ne sais pas jusqu'à quel point le fait de l'amener au sol va être une position qui va avantager Kamaru Usman. Parce que oui, Usman est très bon sur le top 6, il s'installe, puis son ground and pound, puis il est bon, il est capable de faire ça. Mais je pense que le fait d'amener continuellement Masvidal au sol, qui va scramble, ça va créer des situations où Kamaru Usman va probablement dépenser autant d'énergie que Jorge Masvidal s'il essaie de le takedown, selon moi. Puis c'est pas quelque chose que je ferais nécessairement, essayer de tester la gas tank de Jorge Masvidal. Je pense que c'est pas mal quelqu'un qui est all good pour les 5 rounds et même plus. Là. Fait que j'essaierai pas de tester son cardio à cet effet-là. Surtout que ça va toujours te prendre plus d'énergie essayer de compléter un takedown que tu réussis pas nécessairement ou que tu réussis partiellement mais le gars se relève tout de suite, que ça va te prendre d'énergie de défendre ce dit takedown là. Donc je pense que la stratégie ici pour Kamaru Usman, la façon dont je vois le combat se dérouler, c'est peut-être pas la façon la plus intéressante possible. Mais c'est beaucoup de clinch fight de la part de Kamaru Usman, essayer d'amener Jorge Masvidal contre la cage, de lander des coups de genoux, d'être lourd sur lui, de le contrôler avec sa lutte, mais de là, de pas nécessairement trop essayer de le takedown, parce que je pense que c'est là qu'on va rentrer dans un combat qui va être plus taxant là, pour le cardio de Kamaru Usman. Et puis je pense que le fait qu'il met beaucoup de pression va de l'avant et que son striking s'est beaucoup amélioré. Je dis pas qu'il est au niveau technique d'un Jorge Masvidal. Ça va être très très dangereux, je pense, d'échanger le bout avec lui, mais je pense qu'il va mixer assez de clinch pour un peu mitiger l'effet du striking à Masvidal. Puis les fois qu'il va faire une erreur puis il va se faire plugger, ben j'ai tendance à avoir confiance en son menton. Donc ça va être Kamaru Usman par décision ici pour moi. Bien que tu sais, un peu comme tout le monde, je pense pas que je connais vraiment une personne sur terre qui prend pas pour Jorge Masvidal là, dans ce combat-là. Ça va être absolument la même chose pour moi. Tout le monde l'aime le BMF, mais en tant qu'analyste, j'ai pas le choix d'y aller avec Kamaru Usman ici par décision dans ce combat-là. Ça nous mène au co-main event, Alexander Volkanovski, Max Holloway. C'est un rematch que pour être honnête avec toi, je pense pas que je voulais voir tout de suite. Puis c'est ça qui est vraiment... C'est ça qui était spécial avec cette carte-là, surtout quand Gilbert Burns était là, c'est qu'on avait 3 title fights, mais pas particulièrement 3 title fights qu'on a vraiment envie de voir. Là, on en a un qu'on a absolument envie de voir, tu sais, le main event, Usman contre Masvidal. Peut-être pas full le cas pour les deux autres. Moi, je pense que Volkanovski contre Holloway, ça aurait pu être un gros main event, ça aurait pu être un gros combat en Australie, quelque chose de big quand on aurait pu réavoir des partisans. Pour ça, il aurait fallu donner un ou deux autres combats à Max Holloway qui gagne, qui se remettent justement sur la map, qui se reboost un petit momentum. Parce que Max Holloway, j'ai comme 1 et 2 dans ses 3 derniers combats. Sa victoire contre Frankie Edgar, ça a vraiment pas été la victoire la plus éclatante. Là, c'était pas Max Holloway contre Ortega. Max Holloway, dans ses combats d'avant, que tu vois lander des combinaisons de 8-9 coups. C'est comme des jeux vidéo, là, littéralement. On dirait que depuis le combat contre Poirier, justement, on n'a pas nécessairement revu ce Max Holloway-là. Puis là, il arrive... dans la moins bonne séquence de sa carrière, là, je vous dirais depuis les dernières années. Il y a son rematch pour la belt contre un gars que, selon moi, l'a battu quand même très clairement là, dans le premier combat. Et puis, écoute, je sais pas s'il faut vraiment se fier à ce qu'il a dit cette semaine, mais ça a l'air que sa situation d'entraînement était loin d'être idéal. Il a comme pas fait de sparring du tout. Il s'entraînait avec ses coachs sur Zoom. Ça fait comme 3 mois qu'il avait pas vu ses coachs. Tout ça à cause de la pandémie actuelle, bien sûr. Mais écoute, ça fait que non, la situation moins qu'idéale pour Max Holloway là, dans ce rematch-là. Et puis, c'est pas compliqué. La tendance qu'on tendance, pas beau dire ça, la tendance qu'on a tendance à observer. La tendance qu'on croit observer là, chez Max Holloway, c'est pas compliqué. Dans le cas des rematchs, ça se passe pas mal comme le premier combat. Genre, le résultat final, du moins, quand il a battu José Aldo, le rematch contre José Aldo, ça a été quand même relativement semblable. C'est sûr qu'il a réussi à le finir un peu plus vite, mais c'était vraiment le même genre de combat, la même genre de stratégie. Donc, il a gagné le premier, il a gagné le deuxième. Contre Dustin Poirier, il avait perdu la première fois, il avait beaucoup moins d'expérience, mais on l'a vu dans le rematch.
un peu avoir les mêmes problèmes que Dustin Poirier était juste beaucoup trop puissant pour lui, puis ça fait que Max pouvait pas se mettre dans son flow parce qu'à chaque fois ben mangeait un sévère counter qui le forçait à reculer, qui passait pas proche de le finir, ce qui est absolument incroyable d'ailleurs, mais qui le forçait à reculer, qui le forçait à reset, puis qui coupait son momentum en plein échange. Et puis, ben, c'est un peu dans cette direction-là que je pense que j'ai pas le choix d'aller ici, là, surtout étant donné la situation actuelle. Puis Alexander Volkanovski qui a du training absolument incroyable, qui est un athlète. Quand tu parles d'un autre genre de Kamaru Usman, quelqu'un qui est un spécimen physique pour sa division, qui est pas loin de là le plus gros en termes de grandeur, mais qui est thick, qui est large, qui est fort physiquement, sans aucun doute le 145 livres le plus fort physiquement sur tout le roster. Ancien joueur de rugby qui pesait comme 200 quelques livres un moment donné dans sa vie. C'est ça qui arrive. Puis en plus, ben, c'est un gars de City Kickboxing sous Eugene Berman, des gars qui s'entraînent avec Dan Hooker, justement, avec Kai Kara France, avec Israel Adesanya. Et sont juste très très bons. C'est des très très bons distance strikers. Puis c'est ça qu'on a vu là, dans le premier combat, c'est principalement les leg kicks de Alexander Volkanovski qui ont forcé Max là, à changer sa stratégie. Puis quand Max s'est changé puis s'est mis southpaw, étrangement, il y avait un peu plus de succès dans le combat, mais il s'est fait maganer cette jambe-là aussi, puis ça fait qu'un moment donné, il était sur deux jambes affaiblies, puis il savait plus trop laquelle mettre en avant, parce que dès qu'il changeait de stance, il se faisait kicker dans sa jambe anyway. Puis ça a causé beaucoup de problèmes dans ce combat-là, puis on dirait que la situation de training, bien, je veux pas mettre tout là-dedans, j'ai comme un peu vu déjà Max être shut down par ce genre d'approche-là. Puis on s'entend que Volkanovski, oui, il va s'attendre à des ajustements de la part de Max Holloway, mais va probablement essayer de pousser un game plan très similaire avec quelques petits ajustements de sa part aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup de difficultés à voir Holloway gagnant dans ce genre de match-up-là. Puis je pense qu'Alexander Volkanovski va gagner encore par décision pour défendre son titre dans ce combat-là. Ça nous mène au troisième title fight. C'est un combat pour un titre vacant qui a quand même beaucoup fait jaser parce que ça faisait pas l'unanimité. Petr Yan, Jose Aldo. Ça fait pas l'unanimité parce que Jose Aldo n'a qu'un combat à vie chez les 135 livres et il l'a perdu. Je le sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui le voyaient perdant dans ce combat-là, même à la fin du combat. C'est bizarre, c'est un genre de tout bâillement ça. Mais non, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient scoré ce combat-là contre Jose Aldo, mais n'empêche qu'il l'a perdu sur les scorecards. Je comprends l'UFC de le traiter comme un gagnant parce que tout le monde le voyait pas mal gagnant, mais je comprends pas que ce gars-là ait un title shot devant Jermaine Sterling, mettons. Là. Fait que Petr Yan, Jose Aldo, comment ça va aller? Ça va aller mal pour Jose Aldo. Petr Yan, c'est un boxeur absolument incroyable, qui est rapide, qui est puissant, qui est capable de travailler en combinaison. Prend peut-être des fois un peu de temps là, pour se mettre dans son groove. Des fois, il a tendance à perdre un round, à essayer de trouver son timing et ces choses-là. Mais quand qui se met dans son groove. Ça vient en combinaison et avec beaucoup de power. C'est un excellent lutteur aussi, ce qui fait de lui un complet cauchemar parce que souvent ses adversaires sont un peu dans le pétrin quand ils décident de shooter. Puis quand tu shootes dans le pétrin, que tu panic wrestle comme on dit, c'est encore plus facile à défendre. Ça fait que Petr Yan, d'après moi, là, écoute, Jose Aldo va peut-être avoir un avantage là, au sol en termes de pure grappling, mais ne sera pas un meilleur lutteur que Petr Yan. Donc je ne vais pas amener vraiment le combat au sol. Puis, man, va se faire bulldozer là, par Petr Yan. C'est un combat qui est fait pour ça, je pense. Je sais pas pourquoi l'UFC n'a pas fait Yan contre Sterling. C'est probablement le prochain combat qu'on va voir après ça. Ouais, écoute. Petr Yan TKO 4e round, c'est ça qui est ma prédiction. Je pense que ça sera pas beau, je pense que ça sera pas un combat le fun là, pour les fans de Jose Aldo. Je vois Petr Yan justement prendre le premier round quand même tranquille. Désolé, je veux un bug, je pensais que ça filmait plus pendant un petit bout. Prendre le premier round tranquille, essayer vraiment d'avoir ses reads. Puis quand il va se mettre dans son groove, il va commencer à faire très mal à Jose Aldo. Puis à quelque part à l'entour du 3-4e round, va mettre un terme à ce combat-là. Faut se dire que Petr Yan, c'est un gars qui est passé premier 5 rounds non plus. C'était le champion ACB quand il y avait juste comme 5-6 pro fight. Fait que
méchant malade. Je pense que ça va être un dur combat pour José Aldo. J'ai Yann par TKO au 4e round. On passe au combat normaux, les non-title fights. Je vais essayer de faire ça plus vite parce que j'ai quasiment pris 20 minutes pour les 3 title fights. Puis j'essaie vraiment de garder ça en dedans d'une demi-heure ces vidéos-là. Donc, Tug Rose, Jessica Andrade. On s'entend, si vous avez vu le premier combat, tout le monde sait comment ça se déroulait là, ce combat-là, avec Rose se fasse slammer sur sa tête puis se fasse passer un KO absolument bizarre. Je pense qu'elle va absolument tout faire pour pas se retrouver dans cette même solution, dans cette même situation-là. Puis que ça va donner, ça va probablement donner qu'elle va absolument pick Jessica Andrade apart debout. Et même au sol, je vous dirais que quand Jessica landait ses slams, justement, Rose popait back sur ses feet tout de suite. Réussissait à scramble ou à lancer une soumission pour se relever. Comment je vois ça aller? Je vois probablement Tug Rose faire mal à Jessica Andrade qui va vouloir shooter pour un takedown en Panic Wrestling et se faire soumettre, soit par une guillotine. Tug Rose est assez bonne pour faire n'importe quoi, même si ça se fait takedown, elle peut passer un triangle. Elle est vraiment très 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 agile au sol. Mais je vois ça comme un genre de club and sub. Là. Je lui fais mal debout, shoot pour un takedown, puis se lance directement dans une soumission. Fait que j'ai Tug Rose par soumission au 2e round. Ensuite, le premier combat de la main card, c'est chez les 125 livres. Amanda Ribas qui fait le saut là, dans cette division-là, juste pour un combat probablement, pour affronter Paige Van Zandt. Je vais vous expliquer c'est quoi ce combat-là. C'est le dernier combat sur le contrat de Paige Van Zandt avec l'UFC. Elle a clairement dit qu'elle voulait devenir free agent. Puis elle a souvent parlé de la paye et ces affaires-là, qu'elle faisait plus d'argent à poster sur Instagram qu'actuellement se battre dans l'UFC. Donc l'UFC veut essayer d'y trouver à peu près le pire style match-up possible imaginable pour être sûr qu'elle ne paraisse pas bien sur son way out. Puis ça, c'est Amanda Ribas. Fait qu'elle va arriver là, elle va lui donner des coups de poing dans la face, elle va la take down, puis la ground and pound au sol. Probablement peut-être se rendre à son dos, puis aller chercher un renegade choke à quelque part dans ce combat-là, mais je pense qu'elle pourrait la finir par ground and pound aussi, puis je pense que Paige Van Zandt, on l'a vu par exemple, elle est super tough, fait qu'il n'abandonne pas, mais des fois quand tu te retrouves juste dans une position où tu es mis en code technique, là, que tu es au sol puis tu reçois beaucoup de coups de poing puis tu peux juste pas bouger. Je pense que ça va être la manière de faire ça avec le moins de résistance possible pour Ribas qui risque de s'ostiner pendant un bout puis peut-être même de gaz out si elle essaye de choquer quelqu'un qui a la tête dure comme Paige Van Zandt. Donc, j'ai Ribas TKO, 2e round. Ça nous mène au prelim. Volkan Ozdemir, Jiří Prochazka qui fait ses débuts dans l'UFC. C'est rare quelqu'un qui arrive dans l'UFC. Puis selon moi, déjà considéré comme un top 15 light heavyweight au monde. Bon fighter, excessivement saucé, là, par exemple, très grand. Long striker qui est pas très très bon au sol, qui a une tendance absolument ridicule de juste lancer des flying knees ou presque. Et puis, tabarnou, je le sais vraiment pas. Je pense pas que j'ai confiance en Prochaska. L'affaire ici, dans le fond, c'est que si Volkan Ozdemir veut être intelligent, puis fait juste attraper un de ses genoux-là, l'amener au sol, peut le battre assez facilement de cette façon-là. Je pense que Volkan, cependant, est plus un striker, puis va absolument être content d'échanger debout avec lui. Je vois ça être, dans ce cas-là, un combat peut-être semblable à un Volkan contre Reyes ou Volkan contre Rakic, à l'exception près que je pense que ça va être un peu moins serré. Que ça va être plus facile de trouver un gagnant à la fin du combat par le simple fait que Jiří Prochazka est bon debout, j'aime quand même ce qu'il fait, mais n'est pas intelligent dans ses décisions. Puis ce qu'on a vraiment vu chez Volkan là, dans son dernier combat, dans ses derniers combats en fait, c'est qu'il est beaucoup plus intelligent dans les décisions qu'il prend. Ça avait le genre de, c'était no time, là. Il avançait, soignait des gros hooks, puis essayait de te knocker en quelques secondes. Ça a marché, mais quand ça s'est mis à ne plus marcher, il a dû réajuster sa stratégie. Puis là, c'est vraiment un gars qui pique mieux ses shots, qui se connaît aussi son cardio, ses limitations, donc il ne va pas travailler à un pace qui va gazer trop rapidement. C'est des choses que je pense que Prochaska, même s'il y a beaucoup plus de combats, n'a pas encore de combats d'assez haut niveau. Il a affronté des bons gars, là, King Mo Lawal 2 fois, il a affronté CB Holloway, Brandon Halsey, il a affronté des très bons gars, contre Brandon Halsey d'ailleurs, il se faisait pas mal out-wrestle sévèrement, puis dominer au sol jusqu'à temps qu'un moment donné, il fasse mal
mal, puis il passe un TKO. Mais bref, je pense que ça va être un bon combat de striking back and forth. Volkan pourrait faire ça beaucoup plus facilement et gagner ça en amenant le combat au sol. Je serais content de voir ça, honnêtement, ça serait une belle évolution de la part d'Ozdemir, mais je m'attends pas à ça de lui. Je m'attends à ce que ça échange debout, que ça soit quand même serré, mais j'ai Volkan par décision. Ensuite, 170 livres, on a Eliezer Zaleski dos Santos contre Muslim Salikov. Ça, c'est le combat que j'ai pas envie d'analyser. On dirait que c'est le combat que j'ai juste envie de regarder et avoir du plaisir. T'as un spécialiste de la capoeira, je sais pas ce que ça veut vraiment dire, à part qu'il lance un paquet de spinning kick, même si la majorité mène un peu à rien. Contre un des meilleurs combattant de style karaté kung fu au monde, là, je pense que c'est Sanda là, qui fait là, en fait. Muslim Salikov, excellent striker. Je pense que dans un combat où on va avoir deux strikers ici, la façon dont je vois ça aller, c'est probablement Eliezer Zaleski dos Santos aller de l'avant. C'est pas mal lui le bœuf dans ce combat-là, le gars qui va vouloir, oui, échanger debout, mais mettre du power, puis de la force physique, puis de la brutalité derrière ses punches. Salikov est plus le genre de gars qui est light sur ses pieds, qui va vouloir échanger, puis qui... il peut avancer, peut reculer, du très bon mouvement, vraiment excellent, très technique debout. Puis je pense que si c'est un combat de striking pur, c'est à son avantage ici. Donc j'ai Salikov par décision. Ensuite, 145 livres, Makwan Amirkhani, Danny Henry. Et puis, je ne sais pas pourquoi Makwan Amirkhani s'est vraiment amélioré debout, mais on dirait que ça l'a pas aidé sa game en général. Dans le sens que, tu sais, avant, il n'y avait aucune question ce qu'il voulait faire. Il allait courir vers toi, essayer de lancer un flying knee en espérant soit que ça touche ou que tu l'attrapes puis que tu le take down, puis que là, à partir de là, il peut essayer de travailler un renversement, un sweep quelconque pour prendre le top, d'où il est un très bon positional grappler qui est capable justement de sit dans une position puis d'attendre son opportunité de soit passer ou soit aller chercher une soumission. Puis c'est comme ça qu'il a fait, je suis pas mal, la majorité de sa carrière en général, puis la majorité de ses wins. J'ai l'impression que le fait qu'il est allé se chercher du striking, ça a peut-être un peu nuit à cette game-là qui marchait quand même bien pour lui, dans le sens que là, il est vraiment plus willing à se battre debout, puis vu que c'est un peu moins naturel pour lui, ça le fatigue plus rapidement. Et puis sa faille majeure à Makwan Amirkhani, ça a toujours été son manque de cardio. Danny Henry, pour sa part, est fait quand même grand et long pour un 145 livres. C'est pas quelqu'un qu'on entend beaucoup parler, mais il est surprenant à chaque fois qu'il se bat. Bon, pour garder quelqu'un au bout de son range, je dirais probablement un meilleur striker qu'Amirkhani ici. Peut-être un moins bon grappler aussi, mais quelqu'un qui est vraiment bon avec son front-head là. Puis pour surprendre des gens, on l'a vu contre Hakeem Dawoodou, il a landé une bonne combinaison, Dawoodou a mal réagi, il a tout de suite sauté sur son coup, puis il l'a choqué. C'est un opportuniste, un bon fighter, puis je le sais qu'il n'est pas favori dans ce combat-là, je comprends absolument pourquoi, mais je vais y aller avec Henry ici juste parce que j'ai comme un peu perdu mon trust envers Amirkhani. Puis justement, le fait qu'ils veulent vraiment plus se battre debout, ce qui n'est pas à son avantage, là, loin de là, dans certains combats, ça fait, mais comme j'ai dit, qu'il se fatigue plus vite et que tabarnouche, Danny Henry est un opportuniste et exactement le gars qui va pouvoir sauter sur quelque chose à quelque part au troisième round, puis aller gagner un genre de comeback fight par soumission après avoir forcé Amirkhani à sauter pour un mauvais takedown parce qu'il commence à être un peu fatigué, puis il s'est dit si je réussis à le takedown, je vais m'installer sur le top, puis de là je vais pouvoir plus gérer mon énergie. Donc c'est un peu de même que je vois ça. Puis j'ai Danny Henry par soumission au troisième round. Dernier combat des prelims maintenant, chez les 155 livres, Leonardo Santos contre Roman Bogatov. Puis ça, c'est un combat que je vais avoir à l'œil parce que Roman Bogatov, 10 victoires, aucune défaite, arrive undefeated dans l'UFC. Puis c'est vraiment un bon combattant, là, un bon prospect, quelqu'un qui est comparé à un Islam Makhachev un peu là, avant son entrée dans l'UFC. Et puis, man, moi, je le check depuis longtemps. C'est le champion M1, c'est un prospect que j'avais sur ma liste. Je suis vraiment content de le voir faire ses débuts. Peut-être pas contre Léo Santos, cependant, là, pour être honnête, parce que je pense vraiment pas que c'est un bon match-up pour lui. En fait, c'est pas mal le pire match-up pour lui dans toute la division, si vous voulez que je sois bien honnête. Mais non, très bon prospect là, à ajouter, puis j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire, même si on dirait que les odds sont pas mal stack contre lui dans ce combat-là. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le fond, Roman Bogatov, c'est un lutteur. C'est quelqu'un qui
a gagné la majorité de ses combats par soumission. Et bon, ça, une bonne submission grappling game en général, mais il est vraiment dépendant d'aller chercher ses takedowns. Puis une très très belle technique là, sur ses takedowns. Un excellent lutteur, le gars, est aussi capable de set up ses takedowns avec ses mains. Il n'y a pas de très bonne main, n'est pas un vraiment bon striker, mais son striking est assez fonctionnel pour le mener à son grappling, qui est la façon dont il gagne ses combats. Pourquoi c'est un match-up horrible? Ben, Leo Santos, c'est un champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Quelqu'un qui est probablement meilleur sur son dos que sur le top. C'est un spécialiste du butterfly guard, un spécialiste de plein de choses au sol. Puis il est vraiment bon, il a des longues jambes, il est tricky. Moi, personnellement, c'est un des dirigeants de Nova União au Canada. Là, fait que j'ai souvent eu des séminaires de Leo Santos. J'ai souvent vu Leo Santos rouler justement dans ces séminaires-là avec plusieurs gens. Et puis le gars, il est vraiment next level. C'est le frère de Wagner Fabiano, d'ailleurs, qui est comme le grand boss de Nova União Canada, qui est mon club, là, basically mon club de Jiu-Jitsu. Fait que c'est ça. J'ai eu la chance de le voir dans le gym, puis le gars est un autre niveau de grappling là, complètement au sol, et il est bon debout, même s'il a 40 ans, mais on se demande pourquoi. Selon moi, Leo Santos est dans le top 15 mondial, là, a battu Kevin Lee, a pas perdu, genre, ou presque. Je sais même pas s'il y a une défaite dans sa carrière UFC. Je pense qu'il a perdu à Tough, mais il y a comme un combat nul contre Norman Park. Je pense que le reste, c'est des victoires. Puis il a vraiment réussi, avec le temps, à développer une super belle counter-striking game. C'est quelqu'un qui debout va principalement kicker, il est fait très très long, et puis il est bon pour draw son adversaire. Son KO contre Stephen Ray à son dernier combat, justement, c'est absolument génial. Il a draw le straight de son adversaire pour tout simplement counter là, avec genre le pull-out puis la right hand, là, quelque chose de vraiment très classique, mais ça a marché, puis ça a très très bien marché, puis ça fait juste que dans le fond, dans ce combat-là, il va être un meilleur striker que Roman Bokatov, qui va absolument, selon moi, ne pas être capable de s'empêcher de l'amener au sol. Puis ben, si t'amènes Leo Santos au sol, tant qu'à moi, que tu sois n'importe qui dans cette division-là, chez les 155 livres, t'es dans le pétrin. C'est un des meilleurs grapplers qu'il y a dans tout l'UFC, un des grapplers les plus décorés qu'il y a dans tout l'UFC. Et puis si ça va au sol, ben je pense que ça va paraître. J'ai Leo Santos par soumission au premier round. C'est exactement le genre de prospect loss que Bokatov peut avoir. Puis ça va probablement l'aider là, dans le futur pour sa game. C'est pas quelque chose qu'on va dire, il a perdu contre Santos, il est pourri. T'sais. Donc c'est ça que j'ai ici. On tombe sur Fight Pass avec 4 combats encore chez les poids lourds. Marcin Tybura affronte Maxim Grishin, qui est un light heavyweight en fait, qui arrive sur très short notice. C'est un fighter de la PFL. C'était supposé être Alexander Romanov, drôle de nom hein, pour les partisans de hockey, mais oui, Alexander Romanov qui devait faire ses débuts. Très gros prospect heavyweight, ça. Malheureusement, ça se passera pas tout de suite pour lui. C'est Grishin qui prend sa place. Puis écoute, Grishin a littéralement perdu un combat depuis 2012. C'était contre Magomed Ankalaev. Et sur une séquence absolument incroyable. Il y a eu 2 matchs nuls à la PFL, mais la PFL, c'est le paradis des matchs nuls, là, surtout quand on est dans les séries et qu'il y a des combats de juste 2 rounds. Ça finit quasiment toujours par match nul. Man, je serais pas surpris qu'il gagne Grishin. Je serais vraiment pas surpris. L'affaire que je vais me dire, par exemple, ici, c'est que Marcin Tybura, il y a eu une très mauvaise séquence où il essaie d'échanger debout, puis il a été victime de des KO assez violents, puis il a perdu des combats à cause de ça, puis depuis, a vraiment semblé avoir recentré sa game sur son grappling. Il semble bien plus se concentrer à justement aller chercher un takedown, puis à dominer son adversaire au sol, où il est pas mal meilleur que la majorité des poids lourds, je dirais. Donc, le fait que Grishin arrive sur super short notice, je sais pas jusqu'à quel point Tybura va avoir la chance de se préparer pour lui. Donc, je m'attends à ce que, tu sais,
il revert à son premier amour, là, la chose qu'il fait le mieux, c'est-à-dire son grappling. Puis je pense que s'il décide d'essayer d'amener ce combat-là contre la cage ou au sol, ça va paraître. Ça va être un heavyweight contre un light heavyweight, puis c'est le heavyweight qui va être le meilleur grappler des deux probablement. C'est sûr que Grishin est plus un striker qu'un lutteur, mais reste un russe, reste quelqu'un qui a lutté dans sa vie. Bien qu'il y a des Russes qui sont absolument à chier au sol, mais c'est pas son cas à lui. T'sais, il est bon, se défend bien, mais je pense juste que la size difference va peser lourd dans la balance pour les takedowns. Puis une fois que Tibura va être installé sur le top, va travailler là, puis va finir par aller chercher une soumission probablement rear naked choke au deuxième round. Ensuite, un autre début excitant, c'est chez les 125 livres, Rolian Paiva affronte Zhalgas Zhumagulov, qui fait ses débuts là, dans l'UFC avec quand même un peu de hype. Là. Il était champion de Fight Night ou de M1 Global, un des deux. Arrive avec quand même des belles victoires, là, notamment contre Ali Bagotinov, contre Tyson Nam, qui est présentement là, dans l'UFC, qui vient de gagner là, quelques semaines de ça. C'est un petit flyweight cependant, il va 5 et 4 plus le genre de Ali Bagotinov en fait. Je sais pas si vous vous rappelez d'Ali Bagotinov un peu comment il se battait, genre de petit stocky musclé qui aime avancer de l'avant puis se swinguer des hooks, je dirais pas totalement à la Vanderlei Silva, peut-être de quoi d'un peu plus technique et calculé, mais tu sais, dans ce genre-là, le genre de stalker brawler qui veut aller de l'avant puis placer des combinaisons puis essayer de gagner de cette façon-là. Un peu comme Roman Bokatov, c'est un gars que je suis vraiment excité de voir dans l'UFC. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire, mais le match-up qu'il y a entre les mains ici est vraiment pas excellent. C'est Rolian Paiva qui est très grand pour la division flyweight, qui est très rangy, puis qui a tendance à bien s'en servir et bon pour garder les gens au bout de son jab, puis de travailler de là. Va rester à savoir à quel point il est confortable de se battre sur le reculon, parce que Zhumagulov est absolument le gars qui risque d'avancer dans ce combat-là. Cependant, je pense qu'il n'est pas assez une grappling threat pour Paiva dans ce combat-là. Tout simplement, Zhumagulov, quand tu le vois dans des échanges de grappling, c'est souvent lui qui se fait shooter, c'est souvent lui qui défend pas très bien les takedowns, là, d'ailleurs, capable de se relever, mais il ne semble pas loin de là être un très bon combattant au sol en général. On va mettre la pression sur Paiva, mais il ne sera pas vraiment une grappling threat. Donc je pense que Paiva va être capable de bien bouger puis de quand même travailler son striking là, dans ce combat-là, où je le vois avoir l'avantage là, de par son reach puis de par, je pense, son volume, parce que Zhumagulov, oui, il va avancer puis rentrer avec des combinaisons, mais est vraiment le genre de gars qui va faire ça à peu près une fois aux 30 secondes, puis je pense pas que c'est une pace qui est suffisante pour battre Rolian Paiva ici. Donc j'ai Paiva par décision. Ensuite, 135 livres chez les dames, Carol Rosa face à Vanessa Melo, un combat comme ça, ça fait des millénaires que c'est supposé d'avoir lieu, ça, puis ça va définitivement avoir lieu, là, ça va exister, les filles vont arriver là, puis ils vont se battre. Je pense que je dois y aller avec Carol Rosa ici, parce qu'elle est plus technique, dans le fond. Ce match-up-là, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu le dernier combat des deux autres, mais il y en a une pour qui c'est un huge step up, puis l'autre pour qui c'est un huge step down. Pas que Vanessa Melo est genre une combattante absolument incroyable, elle a quand même une fiche de 10 victoires, 7 défaites, mais Vanessa Melo reste un gros step up sur Lara Procopio là, que Carol Rosa a affronté à son dernier combat. Puis il y a des moments dans ce combat-là que juste le fait que Procopio soit game d'avancer puis de lancer, ça a rendu ce combat-là peut-être un peu plus serré que ça aurait dû être quand tu regardais la différence de technique entre les deux combattantes. Ça va être le cas ici. Melo va aller de l'avant, va être la brawler, puis tu vas avoir Rosa qui va être la striker plus technique, va essayer de travailler alentour de ça. J'ai quand même peur là, pour Rosa, je vous dirais, parce que le peu de succès que Procopio a réussi d'avoir me laisse présager que Melo va avoir beaucoup plus de succès là, dans ce combat-là. Cependant, si Rosa réussit à rester la plus technique des deux, je pense qu'elle va réussir à aller gagner ce combat-là. Ça va peut-être être une décision partagée, ça va peut-être être un combat très serré. Mais j'ai Carol Rosa là, qui, comme je dis, c'est un bon step-up pour elle, comparément à Melo qui affrontait quand même Irene Aldana, là, son dernier combat. Fait qu'on s'attend à ça, c'est un gros step-down de compétition. Fait que si dans le fond, Melo arrive juste là, puis
avec sa pression, fait juste complètement sortir Rosa de sa game. Je pense pas que je pourrais me surprendre de ça. Mais si je regarde le niveau technique des deux, je pense que Rosa est un peu supérieur. Puis si ce combat-là se passe debout la majorité du temps, je dois y aller pour Carol Rosa. Finalement, un bon combat chez les 135 livres. Martin Day affronte Davy Grant. Et puis, ce qui est drôle, c'est que Davy Grant a gagné son dernier combat en étant un peu Martin Day. Genre, dans le sens que Davy Grant, ça a toujours été un grappler, ça a toujours été quelqu'un qui était plus reconnu pour. Pas tant pour sa lutte puis ses takedowns, en fait c'est un anglais, là, mais pour son grappling, quand il a réussi à amener le combat au sol et gardait bien ses positions, il était capable de lander du bon ground and pound, avait un bon instinct de quand passer, quand attaquer, quand ne pas faire ces telles choses. Et puis, à son dernier combat contre Grigory Popov, oui, ses takedowns qui est allé chercher l'ont aidé à solidifier ce combat-là, mais son combat debout, c'est ce qui a donné un gros boost dans ce combat-là, parce que si t'es pas capable de rivaliser debout avec Popov, tu n'aurais pas été capable d'aller chercher des takedowns facilement comme ça. Et puis, c'est juste bizarre de le voir parce que ça a été, tu sais, les genres de long distance striker qui kick beaucoup, qui switch stance. Et puis c'est pas mal la game de Martin Day, ça, à l'exception près de Martin Day. Lui, quand il est à range, oui, c'est un kicker, mais il a vraiment pas peur de rentrer dans la pocket avec des combinaisons. C'est un Hawaïen, le genre de Max Holloway fighting style, de je vais prendre un coup de poing pour t'en donner 3 en retour. Il l'a. C'est sûr que lui aussi, ce qui a fait qu'il a perdu son premier combat, c'est pas mal les takedowns de Ping Wang Liu. L'affaire, je pense qu'il y a une différence entre la lutte de Ping Wang Liu et celle de Davy Grant. Liu est quand même un fighter de Team Alpha Male, qu'on s'entend qu'il s'entraîne avec de très bons lutteurs. Fait que je pense que c'est pas le cas pour Davy Grant. Il a monté quand même des bons takedowns dans son dernier combat, mais c'était contre Grigory Popov, là, qui est pratiquement 100% un gars de Muay Thai. Donc, je pense que je vais y aller avec Day ici parce que je sais pas jusqu'à quel point Grant va être capable d'avoir ces takedowns-là pour solidifier le combat en sa faveur. Puis ça fait que dans un combat debout, je pense que Grant s'est assez amélioré pour rendre ça fun et compétitif, mais pas assez pour battre un gars comme Martin Day. Donc j'ai Martin Day par décision. Et puis ben, c'est ça qui va conclure mes analyses et prédictions pour cette carte-là. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un like, un petit commentaire pour me faire part de ce que vous pensez là, des title matchs, des autres fights. En général, vos prédictions, commentaires, choses que vous avez à vous enlever dessus le cœur, n'importe quoi. Laissez ça en bas. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, sur YouTube. Et puis ben c'est ça. Ciao.